peut y aller. Bonsoir les amis, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir. Je suis désolé de ne pas pouvoir intervenir un peu plus souvent. Cela nécessite du temps et à mon avis, il faut occuper la parole quand on a à dire la vérité et la vertu. Quand on s'inscrit dans d'autres schémas, ben, c'est pas la peine de venir prendre du temps disponible de cerveau si on n'a pas des choses pertinentes, si on n'a pas des choses intéressantes à dire. Donc voilà, j'essaie de limiter mes prises de parole et je laisse construire à l'évocation de thèmes qui me semblent des thèmes importants. Je veux commencer par quelque chose qui n'a rien à voir, hein, parce que pour moi, après tout, mon retour d'expérience pour ce qui m'est arrivé au Cameroun, c'est un épiphénomène, c'est mon cas personnel. On ne va pas en parler toute la vie, mais on va en parler quand même pour avoir un exemple témoin, hein, parce que c'est toujours bien de parler avec un exemple, sauf que ce n'est pas le truc qui va focaliser toute l'attention, tout l'intérêt de nos communications. Alors si ce n'est que ça, ben, j'arrête. Je suis assez grand pour me défendre tout seul. À la limite, voilà. Donc il n'y a pas besoin pour ça de réunir des gens, des agoras, pour commencer à se plaindre, à geindre. Non. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt faire œuvre utile de nos communications pour voilà, partager des enseignements et des expériences. Je parlais tout à l'heure des armes du Sénégal. Je vous en ai parlé pourquoi? Parce que je parlais du défi de l'accès aux connaissances pointues, de la démocratisation de l'accès aux connaissances pointues. Il faut dire que on ne peut aller nulle part. Il faut qu'on s'entende là-dessus. On ne peut aller nulle part, même si on nous déverse des tonnes de milliards de dollars aujourd'hui au Cameroun. On ne bougera pas si on n'a pas des gens formés, si on n'a pas des gens éduqués. Et j'aime prendre souvent le cas du Sénégal parce que quand le président Wade arrive au pouvoir, au début des années 2000, il prend une décision. Il décide que 40% du budget national va être dévolu à l'éducation. Donc tous les élèves, lycées, universités, sont boursiers. Écoutez bien ce que je vous dis. 40% du budget national du pays est consacré à l'éducation. Ça veut dire que tous les élèves du lycée, donc secondaire, université, sont boursiers d'État. Alors, cette décision a fait crier les partenaires bretton-woudiens, la Banque mondiale, la FMI, oh, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que nous qualifions de dépenses sociales vient être à hauteur de 40% dans un budget national? Sachant pour la petite histoire que le PIB du Sénégal à cette époque, c'est 3 fois moins que celui du Cameroun. Ils étaient dans les 16 milliards de dollars pendant que le Cameroun tournait autour de 45 milliards de dollars. Donc 3 fois moins de PIB, mais ils ont fait cet effort, 40% du budget pour l'éducation. Alors, il y a eu ce grand débat avec les gens de la Banque mondiale, non, on ne peut pas accepter ça, c'est pas normal. Et donc, le président Wade a pris la parole à l'époque, il leur a dit, mais non, je suis économiste. Alors, ce n'est pas vous qui allez m'enseigner mon métier. Moi, je ne considère pas les dépenses d'éducation comme étant des dépenses sociales. Je les considère comme étant de l'investissement. Alors, il a expliqué un truc très simple, hein, qui, avec du recul, me semble plutôt frappé de bon sens. Il leur a dit, ben, j'ai beaucoup de génies qui sont là, qui viennent de familles, qui sont démunis, qui n'ont pas de moyens. Alors, tous ces génies-là, si je rends payant absolument l'école, mais je vais en laisser plein au bord du chemin. Je vais en laisser plein assis dans leur campagne, assis dans les maisons, parce que les parents n'ont pas les moyens de financer leurs études. Or, ces gens-là, si on les avait poussés un tout petit peu, si on leur avait donné un petit coup de main, eh ben, c'est des gens qui seraient en capacité d'apporter demain des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Ce seraient les créateurs de solutions. Donc, moi, je vais qualifier ces dépenses-là, contrairement à ce que vous nous avez dit lors des programmes d'ajustement structurel, je vais qualifier tout ce qui est dépenses d'éducation comme étant des dépenses d'investissement, étant de l'investissement et non du social. Et voilà, ça a discuté, mais c'est resté comme ça. Qu'est-ce que ça donnait comme conséquence? Eh bien, ce que ça donnait comme conséquence, c'est que 10 ans après, au moment où il quitte le pouvoir, le Sénégal a produit des ingénieurs, des cadres supérieurs, des gens formés à haute dose qui, eux, maintenant,
avec le nouveau pouvoir d'achat qu'ils avaient, du fait qu'ils ont fait des études d'un certain niveau, qui leur ouvraient la voie à des emplois d'un certain niveau, avec des niveaux de rémunération intéressants, et bien ces gens, eux, maintenant, avec leur argent, peuvent prendre en charge les dépenses d'éducation de leurs enfants sans que l'État n'ait besoin de continuer à intervenir en termes de bourse. Vous voyez, je vous prends cet exemple pour faire un parallèle avec nous. Maintenant, évidemment, il y a la qualité des enseignements, la qualité des formations. Parce que le tout, c'est pas de dire, bon, tout le monde a accès à l'éducation. C'est quelle éducation, hein? Il faut que ce soit une éducation qui soit en adéquation avec les besoins de l'Afrique. Hein? Aujourd'hui, vous voyez, au moment où on dit qu'un pays comme le Cameroun est un formidable gisement d'opportunités, ben, c'est un formidable gisement d'opportunités, mais peu pour les Camerounais. Parce que si on vient industrialiser le Cameroun aujourd'hui, on aura besoin de main-d'œuvre qualifiée. Mais on trouvera très peu de profils avec les qualifications requises. Très peu de gens capables de travailler, faire de la soudure métallique, pour travailler dans les chantiers navals. Je me rappelle quand il y avait des chantiers navals au Cameroun, une très belle idée de forger d'âme. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en prison, ce monsieur. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour le pays, en entrant sur des sentiers qui étaient en friche, hein, qu'il a complètement défriché. Il faut être vraiment givré du cerveau pour, à l'époque, faire ce qu'il a fait. Se dire, on va lancer des chantiers navals. Il y avait lui, il y avait l'ancien directeur du port de Douala, Ekedi, Oscar Ekedi. C'est des gens formés en Allemagne, à l'époque, qui étaient rentrés au Cameroun, qui se sont dit, bon, on va créer des chantiers navals. C'était très ambitieux de leur part, mais ça a été fait avec certains résultats. Alors je prenais ce cas pour dire quoi? Pour dire que vous avez des métiers comme ceux-là, la soudure industrielle, quand il y a certains marchés, on est obligé de déplacer des gens d'Asie qui viennent des Philippines et d'autres pays d'Asie qui sont payés 2 à 3 000 euros de la journée de travail. Pourquoi? Parce que localement, vous trouvez très peu de gens capables de faire ce type de travaux. Donc il faut, en termes d'éducation, de formation, orienter notre éducation, notre formation vers ce qui va correspondre à nos besoins actuels, mais surtout nos besoins du futur. Très important. Donc, l'importance de l'éducation. Je vous dis ça pourquoi? C'était une entrée en matière. Pour que vous compreniez l'importance ou alors le tort que cause à notre pays le fait qu'on ait très peu de gens qui aient accès à un type de savoir de qualité. Hein, parce que tout le monde s'exprime au Cameroun. Ok, on a dit, on est un État démocratique, ça a été l'idée du président Biya en arrivant au pouvoir en 82, la démocratie n'étant pas que la liberté d'expression, et la démocratie n'étant pas que l'état de droit, la démocratie étant aussi de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Sauf que, quelle est la qualité des apports dans cette expression publique quand les gens décident de parler, de faire des directs et tout? Est-ce qu'ils sont suffisamment pertinents pour amener les masses à s'élever, à élever le niveau des consciences populaires? C'est pas sûr. Donc en réalité, le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est d'élever ce niveau de conscience populaire, mais par des contenus de qualité. Donc il faut une éducation de qualité dans notre pays. C'est ça qui nous crée du tort. Parce que vous voyez, quand vous regardez un peu, vous faites le tour de la toile pour voir qui dit quoi, qui fait quoi et tout. Vous voyez que parfois des gens, même de bonne foi, se trompent beaucoup. Sauf que c'est grave. On n'a pas le droit de se tromper. Quand on a des dizaines de millions de nos concitoyens qui ont besoin d'apprendre. Parce que si on n'a pas de savoir dans le monde actuel, on est complètement perdu. On est à la ramasse. Donc on n'a pas le droit de se tromper. On a besoin des gens qui savent de quoi ils parlent. Soit ils savent de quoi ils parlent et ils la ramènent, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils se taisent, tout simplement. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent et très peu qui ont un discours. D'ailleurs, même ceux qui se sont tus, hein, ceux qui sont murés dans un mythisme depuis X temps, il s'avère que ce sont des gens qui ont beaucoup plus à apporter, qui auraient beaucoup plus à apporter à notre pays aujourd'hui. Donc il faut qu'on travaille sur les santé et l'éducation, c'est très important. Ça permettra qu'on ait des populations qu'on ne manipule pas, comme c'est le cas depuis des années, pour qu'un pouvoir qui n'a pas de vision tienne pendant 40 ans. Eh bien, c'est bien parce qu'on n'a pas un niveau de population qui ont la capacité d'exiger certaines choses ou de se rendre compte à un moment donné
On ne peut pas continuer à faire des choix parce qu'on a des petits contentements du moment, parce qu'on a du pain, qu'on a de la sardine. On peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est une perte pour tout le monde, pour les générations actuelles et pour les générations d'après. Donc il faut autre chose. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de... Je l'ai annoncé, hein, je retrouve mes notes s'il vous plaît. Moi, mon défaut, c'est que j'aime pas beaucoup, préparer mes communications parce que j'aime bien le côté spontané des choses. Voilà, dans la spontanéité, on est moins focus, on dit les choses, c'est le cœur qui parle, quoi. Donc on peut pas tricher. Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'un autre audio d'Émile Parfait-Sim qui va être diffusé, qui va vous révéler quelque chose de très grave dans notre pays aujourd'hui. Cette chose de très grave, c'est laquelle? C'est que des gens ont créé des médias, mais ils ont créé ces médias pas pour satisfaire donc aux besoins de l'éducation qui est un besoin impératif, impérieux, prioritaire, urgent. Non, ils créent des médias pour en faire des leviers d'abrutissement généralisé des populations, pour en faire des outils d'attaque, en réalité, qui n'envoient pas des beaux messages. Alors, je l'ai découvert dans mon histoire avec Émile Parfait-Sim, parce que du jour au lendemain, je me suis levé un matin et je faisais la chronique de plusieurs sites internet, de plusieurs médias qui écrivaient des articles et tout, et je n'ai pas compris cette coordination. Et en fouillant, je me suis rendu compte qu'en réalité, enfin, je me suis rendu compte là, sur le moment, mais j'avais bien entendu déjà des doutes, que nous avions en réalité des gens qui sont organisés, c'est-à-dire que dans leur conquête, on va taper le peuple, l'histoire de Lia Plimal et l'histoire de tous les autres abus, mais il faut aussi qu'on ait des médias pour pouvoir répandre l'idée qu'on est des gens bien, ou alors reprendre notre point de vue malgré le fait qu'on est des criminels. Donc Émile Parfait-Sim a financé, je ne vais pas appeler ça un empire, c'est bien plus modeste qu'un empire, mais il a financé par mal de médias, des sites internet en ligne, des journaux, des radios, à la demande donc de la pieuvre, qui vont éventuellement leur servir dans le projet de conquête du pouvoir qu'ils ont. Bon, sauf que moi, ça ne me poserait pas de problème qu'il y ait des médias qui se créent, puisque ça fait des emplois et tout. Mais c'est quels médias? Si c'est des médias où on se lève un matin et on vous dit d'écrire, allez, Angelo, c'est un pédophile, il sort avec son enfant et tout, et puis les gens écrivent ça sans réfléchir, c'est très très dangereux pour un pays comme le nôtre. Alors moi j'ai été victime de ça, et j'ai été victime de ça de la part d'Émile Parfait-Sim et de tout son groupe La Pieuvre, parce que je redis qu'il ne m'aurait jamais attaqué tout seul. Ce criminel, s'il n'avait pas eu l'assentiment, s'il n'avait pas eu la bénédiction, et je vais me dire plutôt une commande, voilà, une commande de La Pieuvre, dont Ferdinand Ngongor, et toute la petite clique là, de malotrucs, de vieux nos amis aux affaires, et qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps. Vous savez, quand j'ai commencé à en parler il y a un mois, 4 semaines, il y a des gens qui se permettaient d'écrire pour dire oui, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi ils s'en prend SGPR, ils cherchent la visibilité. Mais vous avez vu en un mois le nombre d'affaires qui sortent. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'affaires qui existaient avant, mais on avait une parole qui n'était pas totalement décomplexée du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différents blocages, la peur et compagnie, etc. Donc, quand je l'ai dit, beaucoup de gens pensaient qu'on racontait des histoires, mais c'est des choses qui existent bel et bien. Alors, comme on s'est entendu qu'il ne fallait pas qu'on continue à faire des dénonciations sans pouvoir les prouver, moi je suis pour toujours produire la preuve, c'est-à-dire qu'on n'accuse jamais sans pouvoir étayer nos allégations. Donc je vais vous faire écouter aujourd'hui quelque chose. C'est de Émile Parfait-Sim, hein, le filleul, on va dire ça, le filleul de Ferdinand Ngongo. Il aime bien, il s'aime bien dans leur petit groupe mafieux. Donc écoutez ce qu'il dit dans ce voice, s'il vous plaît. Et puis mes gars de Russe-Afrique là, ils sont très forts. Hey, les gars sont très forts. Bon, c'est toute une équipe qui gère Russe-Afrique et la CEMAC. Ils sont au Biden. Bah, il est très 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 fort.
Hier seulement, la publication là a eu plus de 8. Je crois si tu regardes bien, tu vas voir, c'est plus de 5000 vues en moins de 24 heures. C'est parti partout et surtout quand tu parles le nom de Sim. Mais je suis une star, Bombo, je suis une star. Et si tu vas voir les vues, même que Sim. Ou même que Sim est en train de faire l'amour à sa femme. C'est fini. Moi, j'ai encore 50 000 vues qu'il y a là. Je te dis, quand Sim est en train de se préparer pour faire l'amour à sa femme, il y a un matériel en bouche. Je te dis la vérité. Donc, ça montre que mon nom respire encore et ça attire encore les convoitises, ça attire encore le regard et puis c'est un nom qu'on peut utiliser pour faire les communications. Je te dis la vérité, c'est même parfait. Exclusivité, interview de CEO de GIT, c'est même parfait. Le représentant des BRICS au Cameroun, en Afrique. Achetez votre décodeur pour écouter l'interview de M. Sim. Le même jour, vous allez vendre même 1 milliard. Voilà, donc c'est M. Sim, vous voyez un peu le mode opératoire, c'est lui qui dans un voice disait aussi qu'il contrôle la police, les magistrats, donc il suffit qu'ils disent Kacham et puis tout le monde se met en ordre de marche, il peut neutraliser qui il veut dans la société camerounaise, peu importe où il se trouve. Alors donc ils ont ça, il a ce levier-là, et puis maintenant ils ont le levier aussi médiatique, c'est-à-dire qu'en plus du fait qu'ils puissent dire Kacham, et vous avez des gendarmes qui vous tombent dessus, coupables ou pas, et qui décident de votre sort, peuvent vous tuer, ça a été le cas de Martinez Zogo, ou vous enlever, bref, vous retenir sans jugement, vous avez des magistrats qui vont s'exécuter, mais en plus de ça, maintenant, ils ont une autre arme qu'ils ont rajoutée, qui est l'arme médiatique. Ça veut dire qu'ils peuvent se lever un matin et décider de vous détruire socialement en répandant des calomnies contre vous. Ça n'ira nulle part, puisque s'ils répandent ces calomnies et que vous allez porter plainte, eh bien, ceux qui doivent juger de votre plainte, c'est toujours le même conglomérat d'amis, magistrats et compagnie. Vous voyez, donc ils ont les forces armées, ils ont la justice avec eux, ils ont le pouvoir médiatique aussi, et les politiques, puisque Ferdinand, il est en haut, au sommet de la pyramide, il veille pour que tout ce qui peut être décidé politiquement, eh bien, que rien ne puisse, rien ne puisse bouger. Donc vous voyez un tout petit peu le côté pernicieux de ce truc-là, la démonstration que je veux faire. Donc on avait déjà un voice de Sim, où il dit contrôler le pays, donc les différents corps que je vous ai cités. Maintenant on en a un autre, où il reconnaît qu'ils détiennent des médias, hein, et ceux qu'il a cités là, ne sont pas que ces deux médias. Il a la Voix du Poitou aussi, où il a mis une femme de paille, Madame Valgadine Tonga, qui s'est permis d'écrire un article diffamatoire contre moi. Il y en a d'autres, M. Ndengue, l'œil du tigre, je ne sais pas, la plume du tigre, tout, qui s'est permis aussi d'écrire des articles diffamatoires sur moi. Le quotidien, hein, je ne sais pas s'il le finance directement ou c'est d'autres personnes, de M. Gaba, Jules Brice, sont permis de faire des unes diffamatoires contre moi, et tout ça payé pour moins de 100 000 CFA. Donc vous voyez un tout petit peu dans quoi on est aujourd'hui. Moi je vous dis ça pour que vous compreniez. C'est-à-dire que quand vous aurez affaire à ces gens-là, dites-vous qu'il y a des gens qui peuvent vous faire arrêter, qui peuvent vous faire condamner, arrêter donc qui prennent la police, qui peuvent vous faire condamner, et ils ont des magistrats, qui peuvent faire prendre une décision politique contre vous, mais en plus de ça, qui peuvent aussi vous détruire socialement, parce qu'ils ont des médias pour écrire ce qu'ils veulent sur vous. Voilà le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct dans le Far West camerounais, parce que c'est important de le comprendre. Alors, quand les choses sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne pense pas qu'il faille passer le temps à se plaindre. Oui, parce que justement, se plaindre, c'est faire exactement ce que les autres veulent. Ça ne leur empêche pas de boire, mon cher D'Angelo, leur ruinard. Hein. C'est pas ça qui va leur couper le goût du ruinard. Détrompez-vous, ils vont continuer à le boire à l'aise tant qu'il y a des gens qui s'époumonnent, qui dépensent leur énergie à dénoncer sans que rien ne soit une action. Moi, je vais le dire solennellement ici. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. On va parler du cas Martinez tout à l'heure, sans qu'on ne sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a un dénouement des situations. Je crois qu'il va falloir commencer à répondre à la terreur par la terreur. Moi, je prends l'engagement solennel ici aujourd'hui que chaque jeune Camerounais qui tombera encore du fait de ces gens-là
parce que des choses sont faites de manière arbitraire, il y a des abus de pouvoir et compagnie. Nous faisons ce travail depuis un certain temps qui consiste à savoir exactement les familles de ces gens-là qui vivent en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail de répertoriation pour que ça se passe maintenant. Ça sera comme un film que j'ai vu à l'époque qui s'appelait Coup pour coup. C'est-à-dire que si vous agissez, on peut agir. Parce que qu'est-ce qui donne le droit à certains d'endeuiller des familles? Vous pensez que la mère de Martinez, elle n'a pas souffert 9 mois pour porter son fils? Du jour au lendemain, elle est privée de son fils. Du jour au lendemain, les enfants de Martinez sont privés de leur père. Du jour au lendemain, l'épouse de Martinez est privée d'un mari. Qui va l'épouser après? C'est qui va l'épouser? Alors, ceux qui créent cette situation, eux, ils ont quoi? Ils ont toujours leur famille, ils ont toujours les enfants qui sont à l'aise. Vous pensez qu'il faut laisser faire ça? Non, il ne faut pas laisser faire ça. Donc, les réponses, maintenant, vont être du tic au tac. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Du tic au tac. Donc, dès désormais, tout jeune Camerounais qui tombera parce qu'il y a eu un abus et tout, dès qu'on a identifié le responsable de cette situation, donc le responsable de la République qui a outrepassé les droits qui sont les siens, qui a abusé de son pouvoir, et donc on s'occupera de lui ou de sa famille. Voilà, de lui ou de sa famille. Il faut que les choses soient bien claires. Vous savez, on est dans un pays où on a donné de l'exclusivité, des ports d'armes à des gens parce qu'on a pensé qu'on était dans un état de droit, et dans un état de droit, le monopole de la force légitime revient à ceux qui sont choisis pour ça, la police, la gendarmerie, bref, ceux à qui on a donné une certaine autorité. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a un leadership qui pense que le Cameroun est à leur service, et donc il ne reconnaît pas qu'ils sont au service du Cameroun. Bon, quand les choses deviennent comme ça, ben, tout est dévoyé. Donc chacun fait ce qu'il veut. Bon, quand chacun fait ce qu'il veut et que le règne de l'ensauvagement est acté, eh ben, il faut tirer des conclusions qui s'imposent. D'accord? Donc nous avons tous des queues. Il faut que ce soit clair là aujourd'hui. Nous avons tous des queues. Et dans nos traditions africaines, on dit que l'homme qui a la queue fait attention quand il va créer des problèmes et tout. Parce qu'il peut passer lui, mais on s'acharnera sur la queue. Donc nous avons tous des queues. Il est hors de question qu'on continue à endeuiller certaines familles. Et que ceux qui endeuillent ces familles, eux, ils continuent à être heureux, peinards avec leurs enfants, qui vont faire des études dans des grandes écoles, qui vivent à Neuilly, à Courbevoie, pour ce qui concerne à la Défense, en ce qui concerne la France, qui vivent à la 5e avenue à New York. Non, ça ne se passera plus comme ça. Maintenant, vous touchez à un Camerounais de manière indue. C'est-à-dire que dans un cadre qui est hors la loi, eh bien, il y aura une réaction immédiate. Immédiate. C'est-à-dire que nous, à l'époque, quand on voyait les jeunes d'autres pays, comme la RDC, le Congo, s'attaquer aux autorités de leur pays, qui étaient de passage, on ne comprenait pas. Mais quand vous voyez la violence, parce que je ne comprends pas, je ne sais pas si on vous a décrit l'assassinat de Martinez. Ce type-là, qui est un Camerounais, qui est un être humain et tout, on lui a enfoncé dans les parties intimes des bouts de fer. C'était d'une violence, mais d'une sauvagerie et d'une barbarie que rien ne peut justifier ni tolérer. Et savoir que, un an plus tard, le meurtre n'est toujours pas élucidé, alors qu'on nous a brandi à la 642 des présumés coupables. Et ces présumés coupables, quand on les a brandis, qu'est-ce que ça donnait? On ne va pas arrêter des gens si on n'a pas assez d'éléments qui permettent d'étayer un soupçon de culpabilité. Mais ça a été le cas. On a arrêté des gens, on s'est dit, ben voilà, on va vers l'épilogue de l'affaire, sauf qu'un an plus tard, on est là en attente. Donc un an plus tard, on continue à se moquer de quoi? On se moque de la mémoire déjà du défunt, on se moque de sa famille, donc elle ne va pas faire son deuil, alors que les solutions sont là. Parce que quand je vous dis les solutions sont là, vous allez voir que je ne parle pas de cette histoire de manière opportune. Repartez dans ma page Facebook, sur ma page Facebook, pardon. Vous allez voir qu'à partir du 22 janvier, j'ai commencé à publier une série d'articles sur cette histoire. Même quand on a arrêté, les gens ont dit, mais ça traîne déjà. Ça traîne, pourquoi? Parce qu'on avait des informations. Et ces informations, aujourd'hui, ne font aucun mystère sur la culpabilité des gens. Alors, si le vieux ne veut pas nous livrer les coupables, qu'ils nous disent clairement. C'est-à-dire qu'ils prennent sur lui de faire un discours public où il va nous dire, bon, voilà, c'est un peu dur,
de me taper moi-même sur mes propres bourses. On comprendra. Et on tirera des leçons, mais on comprendra. Mais on ne peut pas continuer ce cinéma où vous avez, dès qu'on s'approche de la vérité, et puis vous apprenez qu'on a changé un juge d'instruction. On en a nommé un nouveau. Aujourd'hui, on a une enquête qui est bâclée, et qui est bâclée comment? Comment? Je vous ai dit ici que Savom Martin était un exécutant. Il n'a pas la capacité d'ourdir et de décider un crime d'État, de l'assassinat d'un journaliste. S'il a agi, il a agi parce qu'il a pris des ordres quelque part. Qui sont les amis de Martin Savom? On les connaît. C'est Ferdinand Ngongor, entre autres. Maintenant, est-ce que Ferdinand Ngongor, il agissait à son propre compte? Ça, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, ce que nous savons avec exactitude, c'est que c'est lui, Ferdinand, qui est l'une des personnes qui instrumentalise Martin Savom. Alors, comment se fait-il que Martin Savom soit aux arrêts aujourd'hui, qu'on veuille nous dire que l'affaire va être circonscrite à l'histoire de Martin Savom? Il est qui, Martin Savom, dans la République du Cameroun, pour pouvoir décider de tuer un journaliste et de mettre en place une mise en scène, celle qu'on a vue, où il y a beaucoup de messages subliminaux qui ont été passés? Parce que, ok, Martinez y gênait. Bon, à défaut de lui répondre avec la bouche, puisque moi je n'ai pas appris que Martinez a tué quelqu'un, bon, il s'exprime avec la bouche. Si on ne peut pas lui répondre avec la bouche, ben, y a des voies de droit. On n'a pas utilisé les voies de droit. Quand on décide de tuer, on le tue. Mais qu'est-ce qui justifie la barbarie derrière? C'est quoi le message? Vous voulez dire au Cameroun, on vous interdit de parler aux Camerounais? Si vous parlez désormais, voilà ce qui va vous arriver de toutes les façons. Vous voyez notre niveau de cruauté, on peut exceller aussi dans ce domaine. Et on ne peut pas laisser ça passer. Parce qu'il y a beaucoup de symboles avec lesquels on a joué, et ces symboles-là, on ne peut pas les laisser impunis. Il faut que les choses soient très très claires. Moi, c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui sur cette question-là. Savom Martin ne peut en aucun cas. Et ce message va à l'endroit du nouveau juge militaire qui a été désigné. Je sais que ce n'est pas facile, parce que le Cameroun, il y a des pressions. On sait ce qui se passe. Ah, c'est pas évident. Parfois, c'est un cadeau pourri, empoisonné qu'on vous donne quand on vous fait une nomination au Cameroun. Si vous avez vu des gens comme nous se tenir loin de ces conneries-là, c'est parce qu'on savait que parfois il vaut mieux une petite paix. C'est ma mère qui disait qu'il vaut mieux un petit feu qui réchauffe qu'un grand feu qui brûle. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est ma mère qui avait eu l'habitude de dire ça. Donc il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas avoir, parce que les contraintes, les conditions qu'il y a derrière, le retour qu'il faut gérer, c'est très compliqué. Donc je sais que ce n'est pas évident, à la place de ce nouveau juge qui a été nommé, de pousser cette affaire jusqu'au bout, parce que j'imagine que son quotidien doit être des coups de fil en permanence pour donner des instructions, pour bloquer. Je vais vous donner une information. Il y a, quand cette affaire a commencé, il s'est avéré que les 6 membres du commando, je ne sais plus si c'est 6 ou 5, je ne me rappelle plus très bien, avaient tous des données restreintes sur leur téléphone portable à l'heure où l'opération a eu lieu. Alors comment se retrouvent-ils tous, comme par hasard, avec des données de leur téléphone restreintes? Un peu comme pour les contraindre à communiquer par la ligne normale. Donc, parce que la ligne normale, on peut placer les gens sur écoute, on peut écouter et savoir exactement qu'est-ce qu'ils font. Alors, à l'époque, il y avait, je crois qu'on était au niveau de la commission d'enquête mixte, que la police camerounaise a quitté d'ailleurs. Il n'y a pas eu de communication autour. Il faudra que le vieux Margan Guélé nous dise pourquoi la police a quitté cette commission. Certainement parce qu'ils étaient assez mal à l'aise de voir qu'il y avait trop d'obstructions dans cette affaire. Donc, ils n'ont pas voulu partager la paternité de ce qui sortira de là. Mais à l'époque, quand ce constat a été fait, le constat que les membres du commando avaient tous les données de leur téléphone restreintes au moment de l'opération, il était clair qu'il n'y a que quelqu'un de très haut placé pour donner une telle instruction aux compagnies de téléphone. Alors, c'est qui cette personne haut placée? Je vais vous dire un truc qui va vous étonner. C'est-à-dire que c'est une question, en réalité, qui règle l'enquête. On a fini l'enquête dès qu'on a répondu à cette question. C'est qui cette personne? Mais il n'y avait pas 10 000 façons pour le savoir que d'interpeller les principaux dirigeants de ces 2 compagnies de téléphone, donc MTN et Orange. En les cuisinant, on aurait su qui leur a donné l'instruction de restreindre les données sur les téléphones de ces gens-là. Et si on sait qui leur a donné l'instruction, on sait qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo.
Mais je vous dis, aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. On n'a jamais interpellé ces deux gens parce qu'il y a eu une obstruction, il y a eu des appels pour dire non, il ne faut pas les interpeller, il ne faut pas les arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas désespérer totalement du Cameroun. Moi, je voudrais bien qu'on fasse le distinguo. Toutes les fois que je prends la parole, ce n'est pas pour incriminer tous les Camerounais. Ce ne serait pas juste. Il y a des gens de qualité, des gens de valeur. Ceux qui sont arrivés à poser cette question, la question de l'interpellation des patrons de téléphonie, de sociétés de téléphonie mobile au Cameroun, c'est bien des enquêteurs camerounais. Bon, mais peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment le pouvoir pour aller à l'encontre des instructions qui venaient là-haut. Non, vous arrêtez, on n'arrête personne, on laisse passer. Donc je crois que c'est fort de ça. Quand la police a vu ça, qu'ils se sont dit, oh, ça l'a fait, sinon, vraiment, on ne peut pas être mêlé à ça. Donc vraiment, revenez à la base. Revenez à la base, laissez-les là-bas, qui gèrent leur truc. Il ne faut pas que demain nos noms apparaissent, qu'on a cautionné quelque chose comme ça. Donc, depuis un an, quasiment, aujourd'hui, nous savons d'où vient ce meurtre. Sim nous l'a dit, il était très clair, je vous ai fait écouter son voice. Le lendemain du jour, on a découvert le corps. Sim nous a dit que le meurtre vient du palais. Sim étant le petit chouchou, le petit préféré de Ferdinand Gbagbo, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'a pas pu dire un truc comme ça, alors qu'il n'y avait aucune commission d'enquête qui était commise au 22 janvier. Il ne pouvait pas être arrivé à cette conclusion par hasard. Et nous, on ne tire pas aussi cette conclusion par hasard. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que M. Martin Savam apparaisse quasiment dans le processus d'enquête près d'un an après que cette enquête ait été lancée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est époumoné à cacher son rôle, à ne pas le faire apparaître? Qui? Et qu'est-ce qui explique que c'est au moment où on a un juge d'instruction qui décide de convoquer Martin Savam pour qu'il s'explique que ce dernier, donc ce juge d'instruction, est démis de ses fonctions, qu'on le renvoie au quartier, sans ménagement, et puis qu'on en nomme un autre qui vient en quelques jours. Papa, non, l'enquête est bouclée, on commence le procès. Non, il faut faire attention. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Ça, c'est un message à l'endroit du juge actuel, qui doit être de bonne foi. Mais que faire quand vous avez un tel niveau de pression? Mais il faut, à un moment donné, qu'il soit capable de dire, ben non, je ne vais pas être mêlé à ça, parce que c'est son nom qui restera. Je suis désolé. Posez pas d'acte pour des gens qui, demain, ils ne seront plus là. Vous savez combien de secrétaires généraux de la présidence de la République on a eu au Cameroun, qui sont aux oubliettes? D'ailleurs, il y en a un qui est ressorti du chapeau récemment pour faire une grande déclaration pleine de bonnes intentions, le vrai violon. Oui, non, voilà, il faut aller à la tradition et tout. Vous voyez, ces hommes du passé et du passif qui pensent qu'ils ont une autre partition à jouer, ils sont de bonne foi sur le tard. Ben, si vous êtes de bonne foi et que vous êtes réellement de bonne foi, ben, vous avez quelque chose de simple que vous pouvez faire. Mettre votre expérience au service de la refondation, sans forcément être les gens qui vont jouer les premiers rôles. Mais à quel moment vous vous fatiguez? Hein? Je vois des gens là qui s'époumonnent, ils veulent absolument être là. Vous pouvez faire le tour du monde en avion pour aller chercher les partenaires à gauche et à droite. Quand vous voyez des gens s'accrocher autant au pouvoir, mais vous devez comprendre, ce n'est pas des gens qui y sont pour travailler. Parce que le pouvoir, ça use. Regardez les chefs d'État en Europe. Vous avez vu Barack Obama, il est arrivé jeune fringant, plein de peps et dynamique, il est reparti avec des cheveux blancs sur la tête. Toute la tête là, remplie de cheveux blancs. Vous avez vu Sarkozy, abîmé par le pouvoir, en un seul septennat, en un seul quinquennat, pardon. Mais il n'y a que chez nous, vous avez des gens que vous avez l'impression que bon, ça ne les fatigue pas. Voilà, ils sont là, ils veulent être là et tout. C'est-à-dire que le pouvoir, pour eux, est source de jouissance. Ils ne s'en servent pas pour bâtir, pour construire. Parce que s'ils s'en servent pour bâtir, pour construire, ça veut dire ne pas dormir la nuit, se dire comment est-ce que nous finançons notre réseau routier. Regardez un pays comme le Cameroun, formidable bassin de production agricole. Vous avez des mamans qui préparent, qui cultivent la tomate qui pourrit à Fumbote, faute de route. Vous avez tout l'aléquier, le poumon agricole que nous avons là-bas. Pour aller en Lobo, et moi je vous parle du Cameroun avec une vraie crédibilité et légitimité. Hein. Tous les autres, les zones que je vous cite là, j'y suis allé. Je connais le Cameroun sur la pointe des doigts. Il n'y a pas une seule région du Cameroun que je n'ai pas visitée. Elle n'existe pas. D'accord? Vous allez en Lobo, quelques kilomètres des Yaoundé,
Vous voyez ce qui sort de terre là-bas, la force de travail, des mamans étonnent et tout, mais parfois ça pourrit. Hein. On va acheminer ça comment? Alors, si on avait des gens qui se préoccupaient de notre avenir, qui se disaient, ben non, on ne peut pas se résoudre à laisser le Cameroun comme ça, ben on serait à se dire, bon, allez, on va lever 5 000 milliards sur les marchés financiers internationaux. 5 000 milliards pour faire quoi? Pour construire 5 grandes autoroutes. Yaoundé N'Djamena, Yaoundé Lagos, Yaoundé Bangui, Yaoundé Brazzaville, et Yaoundé qui aussi pour faire Guinée équatoriale Gabon. Hein? Avec ça, ça crée ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réglé le problème de la vitesse commerciale. On a tout ce qu'on produit au Cameroun qui ne pourrit plus là sur place, parce que ça peut être écoulé vers les grands marchés. Vous imaginez? Le héros, il y a plus grand consommateur de héros en Afrique, dans notre zone, que les Nigérians. On a un marché de 200 millions de gens à la porte du Cameroun et tout. Nous produisons le héros chez nous. Vous voyez la pertinence que ce qu'il y aurait d'avoir une autoroute qui desserve de Yaoundé à Lagos directement. Vous savez combien de milliards ça pourrait générer? Donc même si on va prendre ce type d'endettement, c'est pas du mauvais endettement. C'est pas du mauvais. Je voyais des gens faire une critique l'autre jour sur le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire et disaient oui, Ouattara, il y a plus de 30 000 milliards d'endettement, c'est trop et tout. Non, le problème n'est pas la dette. Hein. La dette n'est pas un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dette, c'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'idée que si demain après demain, on voyait des gens qui pouvaient jouer un rôle dans le devenir du Cameroun, on les accompagnerait, en les encourageant même à s'endetter. C'est-à-dire que si on peut arriver même nous à 50 000 milliards de taux d'endettement, si c'est pour construire les infrastructures, comme je viens de vous dire, vous imaginez 5 autoroutes qui décloisonnent le Cameroun avec un vrai maillage territorial aujourd'hui. Vous imaginez quel impact ça peut avoir pour l'économie? Ça veut dire que les jeunes à qui nous disons tous les jours, vous pouvez faire de Mankomo un pôle d'excellence pour le manioc, vous pouvez faire de la laitier un pôle d'excellence pour les produits vivriers et tout. Ces gens-là, ces jeunes-là, eh bien, ils vont produire pour écouler leurs marchandises sur les marchés avoisinants. Là. Mais c'est des milliards et des milliards d'argent générés, sans qu'il y ait aucun effort à faire que de travailler et produire. Hein? Il faut investir sur la sécurité sociale aujourd'hui. C'est important. Vous voyez, si vous voulez, la population est un facteur de développement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kissinger qui l'a dit. Et à l'époque d'ailleurs, c'est amusant, les mêmes qui font le procès en Afrique sur la démographie, oh non, vous faites trop d'enfants et tout. Pour moi, l'Afrique est sous-peuplée. Et j'espère que ce n'est pas que pour moi. Vous allez dans un pays comme le Congo, 4 millions d'habitants, plus de presque 342 000 km². Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites Makoa au nord du Congo, à Wesso, vous avez 200 km où vous ne voyez pas âme qui vive. Désert, désert, désert. Donc vous avez 342 000 km², il y a 4 millions d'habitants, donc à peine la population de Douala. Vous pensez qu'un pays comme ça peut se développer? Non, impossible. Il leur faut de la main-d'œuvre. Donc Kissinger, quand il parlait de la population comme facteur de développement, il pensait effectivement que ouais, il faut produire. Il faut regarder la Russie. 17 millions de kilomètres carrés, ils sont à peine 140 millions. Ils sont obligés d'avoir une autre politique migratoire s'ils veulent s'en sortir, sur le long terme. Parce qu'avec le vieillissement de la population, la démographie elle va tomber, et ils ne pourront pas gérer. C'est-à-dire que c'est un pays qui sera même fragilisé. À tout moment, ils vont subir des assauts et des assauts et des assauts. Donc il faut des populations, il faut peupler l'Afrique au contraire. Parce que l'Afrique a elle seule prend les États-Unis, la Chine, l'Inde. Donc tous ces pays que je viens de vous citer là, ça fait déjà plus de la moitié de la population du monde. Donc, et l'Afrique prend ces 3 pays-là dans son sein et il reste encore de la place. Et on vous dit qu'on est à peine 1 milliard. Ça veut dire que toute la population de l'Inde est peut-être supérieure à la population de l'Afrique. Vous vous rendez compte de ça? Je vous rappelle qu'en 1900, la population de l'Afrique était 100 millions d'habitants. En 1900. 100 millions d'habitants, de personnes vivaient en Afrique. Donc on allait sur des ratios grandissants, mais on est sous-peuplé. C'est faux de faire croire aux Africains qui sont en surpopulation. Non, on n'est pas en surpopulation.
Il y a de quoi faire. On a suffisamment de terres qui vont être exploitées par qui, quelle main-d'œuvre. La problématique qui se pose, c'est pour ça que j'ai évoqué la sécurité sociale tout à l'heure, la problématique qui se pose, c'est celle de quel type de population. Il faut une population en santé. Et pour ça, on doit démocratiser l'accès aux soins. Et c'est pas compliqué, je vous ai déjà dit les schémas ici, c'est très simple. On met une TVA sociale qui va financer cette caisse d'assurance maladie et tout le monde, quand il est malade, peut se soigner. C'est le b.a.-ba. Si vous avez une population qui n'est pas en santé, comment vous voulez qu'elle travaille, qu'elle produise? Donc, on considère que la santé est un préalable à tout le reste. Mais c'est quoi? C'est l'idée de penser. Il faut penser, avoir une vision, vouloir travailler. Je ne pense pas que les gens qui le dirigent aujourd'hui ne sachent pas tout ça. Mais la problématique, c'est qu'ils n'ont pas été programmés pour apporter des solutions à l'Afrique. Parce qu'il y a un péché originel. Notre pays, le Cameroun, a un péché originel. C'est celui de comment on a géré la décolonisation. Ceux qui se battaient pour que le Cameroun soit libre, les résistants, les nationalistes, les Félix Moumié, Ruben Oumiobe, Ernest Wandje, Osende Afana, tous ces gens-là qui se battaient pour que le Cameroun soit libre, ils ont été tués et on a donné les clés du pays à ceux des Camerounais qui disaient à l'époque qu'on n'a pas besoin d'être indépendant. Est-ce que vous pensez réellement que ce sont ces gens qui vont nous amener vers des schémas d'indépendance, d'avancée? Ils n'ont pas été programmés pour ça, il faut les comprendre. Ils sont arrivés au pouvoir avec un agenda. Parce que la problématique qui se posait, c'est que bon, allez, quand il faut décoloniser, les Américains mettent la pression, allez, ça suffit, on ne veut plus de colonies, il faut décoloniser. Donc ceux qui étaient là, à l'époque, et qui voyaient le potentiel énorme que représentait le Cameroun, se sont dit, ah mais non, on va quand même partir, on ne va pas laisser tout ça. Et donc ils se sont dit, allez, mais on est quand même des gens qui, avant de placer la réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va partir tout en restant. Et donc on va rester comment? On va rester avec nos affiliés qui sont là, à qui on va fixer un agenda et qui seront nos bons élèves, nos meilleurs élèves, et puis ils vont veiller sur nos intérêts. C'est ce qui se passe. Donc à la limite, on ne doit pas attendre de ces gens que ce soit eux qui apportent des solutions, parce qu'ils n'ont pas été choisis pour ça. Ils ont été choisis justement pour l'inverse. Après, il y a des situations conjoncturelles. Moi je ne veux pas qu'on mette les organes quand on parle de ces choses-là. Vraiment, je ne suis pas pour un discours qui appelle à la haine. Non, ça ne sert à rien. Je suis pour un discours qui appelle les uns et les autres justement à tuer le côté émotif qui est en chaque Africain. À regarder les choses avec froideur et se dire, bon, allez, la situation est comme ça, comment on avance? Vous savez, on a eu un président qui s'appelait Amadou Ahidjo. Il a fait de la collaboration au tout début, c'est-à-dire que quand il est arrivé, il a bien fait tout ce que les Blancs lui ont demandé. Il faut que tu nous exécutes tous les nationalistes radicaux, on ne veut plus d'eux et tout. Il a fait, bien. Bon, voilà, vous n'êtes pas là pour bâtir, pour construire, d'accord, on va vous permettre de vous enrichir. Il a aussi fait. Sauf qu'à un moment donné, je crois que sa conscience de Peul, d'homme fier, sa conscience de musulman, lui a parlé. Il s'est dit, bon, je vais accumuler cet argent, ça me servir à quoi? Nous, on n'a pas le même rapport à la vie que cela. Non, il faut que je construise mon pays. Donc, il a commencé à désobéir. Il a commencé, quand il vient en voyage en Turquie, aux États-Unis, et qu'il voit un bel ouvrage, il prend contact avec les constructeurs de ce bel ouvrage pour qu'on le reproduise au Cameroun. Mais très très vite, ça n'a pas arrangé. Ceux avec qui il avait fait un deal, ils sont arrangés pour qu'ils ne soient plus là. Donc, moi, je pense qu'il faut aborder les choses avec beaucoup de calme. Il ne faut pas de haine, ça ne sert à rien. La haine, ça nous consomme de l'énergie. Vous voyez, c'est comme la rancune, la colère. Quand vous êtes en colère, c'est comme quelqu'un qui tient une braise entre les mains, qui rêve de jeter cette braise à quelqu'un, mais pendant le temps qu'il pense que je vais jeter cette braise, elle le brûle d'abord lui-même. Donc voilà, il ne faut pas de colère, pas de haine, il faut être froid, accepter les choses telles qu'elles se passent. Si on avait été dans la situation des autres, on serait forcément dans les mêmes schémas de réflexion. Comment on fait pour survivre? Les autres, ils ont mis en place des équations pour leur survie. Eh bien, il nous revient à nous de mettre en place des équations pour qu'on en sorte, mais qu'on en sorte dans un esprit mais de fraternité, de confraternité. C'est-à-dire, nous, notre intérêt, c'est pas que les autres soient faibles, parce que si le fait qu'on s'en sorte va affaiblir forcément les autres, ben, les autres se battront pour empêcher de toute leur force qu'on ne puisse en sortir. Donc, il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de souplesse, de la flexibilité, il faut de l'intelligence émotionnelle. J'ai un ami, Eric Kodo, qui aime utiliser cette expression. Il faut de l'intelligence émotionnelle pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà, donc,
N'attendez pas des Edjois et compagnie qu'ils ne vont pas produire de solutions. Hein, s'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils ne sont pas programmés pour ça. À la limite, vous leur demandez d'être à contre-emploi. Ce n'est pas leur job. C'est le job des nouvelles générations camerounaises. C'est pour ça que quand je les vois se perdre dans des batailles inutiles de tribalisme, des batailles à la con qui n'ont aucun sens, je me dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas compris ce que Fanon a écrit. Ils n'ont pas toujours identifié c'est quoi leur mission. Et il fait un choix clair. Est-ce qu'il remplit cette mission ou il la trahit? Ils n'ont pas compris. Je vois le débat du tribalisme. Vous vous rendez compte, 60 ans après, ou peut-être 70 ans après, nos ancêtres, les pères fondateurs, les bâtisseurs du Cameroun, vous savez qui a cotisé pour que Oumiobe aille à la tribune des Nations Unies défendre l'idée qu'on était prêt à l'autodétermination? Oumiobe, il était bassa. Ce sont les chefs bamileke qui se sont cotisés pour payer l'avion à un bassa pour qu'il aille les représenter à la tribune des Nations Unies. Comprenez ça? Je voyais un reportage d'Equinox réalisé par le très brillant Guy Zogo à l'est du Cameroun, sur les traces d'Osende Afana, qui était un nationaliste camerounais. Et pendant que je regarde le documentaire, je vois en bas, le fils d'Osende Afana s'appelle Oumiobe Osende. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça m'a fait un truc. Donc pendant que eux, ils étaient là, il y a 70 ans, c'est-à-dire qu'ils ont créé un parti politique, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Le président, c'était Félix Moumié, un Bamoun. Le secrétaire général, Ruben Oumiobe, un Bassa. Et puis les autres, les Ernest Wandje et tout. Vous vous rendez compte, où est-ce qu'ils en étaient il y a 70 ans pour nous ramener des débats à la con qui ne veulent rien dire en 2024? Et parce que cette jeunesse est complètement égarée. Elle ne sait plus trouver sa voie et se perd là, voilà. Non, mais prenez le temps d'apprendre. L'autre problématique, c'est que avant de vouloir régurgiter, il faut ingurgiter. Vous ne pouvez pas vous lever un matin sans avoir eu le temps de prendre, de lire, de vous renseigner, d'aller au village, de parler avec les anciens pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Ouais, parce qu'il faut comprendre le passé, il faut interroger le passé pour comprendre le présent et surtout mieux envisager l'avenir. Donc dès que vous n'avez pas réuni cette trinité essentielle, on interroge le passé pour comprendre le présent et envisager l'avenir. Dès que vous n'avez pas fait ça, eh bien, il y a des choses qui vous manquent. Et ces choses qui vous manquent vous interdisent de prendre la parole pour commencer à professer. Parce que si vous professez alors que vous-même, vous n'avez pas un trop-plein de savoir, eh bien, vous professez de l'ignorance à des gens qui sont déjà ignorants. C'est dangereux pour notre société. Donc, il n'y a pas de place aujourd'hui pour ces petits combats, les tels qui sont de l'autre côté, les tels qui... Non, aujourd'hui, il y a la place pour un seul combat. Ce combat, c'est de dire, bon, les gars, notre situation n'est pas enviable. À l'allure où vont les choses, ce qui va se passer, c'est qu'on peut se retrouver en 2025 avec le président Biya qui redevient président du Cameroun. Ben oui. Pourquoi? Parce nous, on est dans l'agitation, là, les gens sont distraits, ils regardent ailleurs et tout, pendant que les enjeux sont là. Hein, il y a un vrai débat de société qui devrait être mené aujourd'hui. Regardez cette diaspora. Je vous parlais de sécurité sociale tout à l'heure. On lui a délégué une part de la sécurité sociale du Cameroun à la diaspora camerounaise. C'est l'argent qu'elle envoie qui permet de maintenir les familles en vie, parce qu'il n'y a pas de minima sociaux au Cameroun. Donc au Cameroun, c'est soit tu travailles et tu as un revenu, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenu, tu crèves. Tu n'as pas de revenu, tu ne peux pas te soigner. Alors qui assure ces soins et tout? C'est la diaspora. Donc on lui a délégué un pan important de la vie d'un pays, la sécurité sociale de ce pays-là. Ça veut dire que c'est un pouvoir, mais énorme, qu'elle détient. Mais qu'est-ce qu'elle en fait de ce pouvoir-là? Hein, il y a une élection qui vient en 2025, là. Aujourd'hui, quand on entend parler, ils sont dans des petites querelles de personnes, où un tel n'a pas ceci, un tel n'a pas cela, alors qu'il y a matière, les gars, à constituer une force. Il y a matière à organiser ce que j'appellerais une primaire, la primaire de la diaspora, pour arrêter d'être des spectateurs, mais devenir des vrais acteurs, hein, qui vont mettre des gens, qui vont être des candidats, qui vont leur représenter avec des cahiers de charges, des candidats financés entièrement, dont les campagnes politiques sont financées entièrement par ces mêmes diasporas.
Vous savez ce que c'est que le pouvoir d'être un prescripteur de tendance, de gérer des familles? Ben, c'est comme un chef d'entreprise, quelqu'un qui a 1000 employés. Vous pensez que s'il se lance dans la bataille politique, ces 1000 employés vont voter contre lui, sachant que c'est lui qui leur fournit des emplois? Mais réfléchissons, les gars. Qu'est-ce qu'on fait là? On perd de temps là, instrumentalisé par un tel qui vient de donner 100 euros pour que tu insultes un tel autre et tout. Et puis quand tu as fait ça, est-ce que toi tu es son ami? Tu n'es pas son ami. Je vous dis, c'est qui les vrais amis au Cameroun? Les vrais amis au Cameroun, ce sont nos anciens. Là. Regardez, je voyais une vidéo du patriarche Niat Difendi aujourd'hui ou hier et tout. Vous voyez, il a de la peine à marcher. Mais il ne sera jamais déposé, il sera président du Sénat tant que le président Biya sera président du Cameroun. Ça s'appelle la solidarité générationnelle. Vous avez vu Cavaillé, il a beau faire des conneries, souvent les multiplier, il ne sera pas déposé. Ils sont solidaires, solidarité générationnelle. Vous avez vu Adolphe Moudiki, par ailleurs très brillant gestionnaire de la SLH, parce que tout n'est pas mauvais, je vous ai dit, il y a des gens qui sont bien. Moi, c'est la seule société, la seule entreprise au Cameroun que j'ai vue qui respecte ses délais et qui respecte la parole donnée. Mais elle est gérée par qui? Elle est gérée par Adolphe Moudiki. Vous avez vu quel âge il a? Mais il ne partira pas. C'est-à-dire qu'il faut, tant que le vieux est là, solidarité générationnelle, les gars. Ben, il faut vous en inspirer. Il ne faut pas juste s'inspirer des autres, des mauvais côtés des autres. Inspirez-vous de ce qui est bien chez eux. Hein? Ils ont compris. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est des jeunes qui veulent s'élever, mais en piétinant le frère. Mais comment vous allez même savourer la vie? La vie, elle est bien quand hier, tu as mangé des beignets haricots avec des gars assis là, c'était dur. Et demain, quand tu as accès au caviar, tu remontes le caviar avec les mecs avec qui tu as mangé les beignets haricots. C'est là la vie en sens. C'est là, vous savez, de Villepin, Dominique de Villepin. Il est de la promotion de Voltaire à l'ENA, la même promotion que Ségolène Royal, François Hollande. Le jour, il est nommé Premier ministre de la France. Pendant que tout le monde le fuyait, cherchait où est-ce que le Premier ministre est et tout, le mec, il allait avec un de ses potes. Ils sont allés chez une dame qui leur faisait les crédits quand ils étaient étudiants. C'est là-bas qu'ils ont consacré les premières heures de gloire. C'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui. La jeunesse camerounaise a un déficit de spiritualité. Et c'est pour ça que tout ce qui est... Parce que voilà, ils veulent toujours réussite individuelle. Quand je monte, il ne faut pas que quelqu'un d'autre bouge autour de moi. Mais mon grand-père me disait qu'il utilisait la métaphore du bananier. Il disait, un bananier, quand il pousse, il permet toujours l'émergence autour de lui des rejetons. Quand il y a un grand vent qui souffle et qu'il doit tomber, le grand bananier doit tomber, sa chute est amortie par les rejetons qu'il a laissés pousser autour de lui. Il faut s'inspirer de ça. Parce que la vie, c'est pas autre chose. C'est ça, la vie. Les gens qui veulent monter et qui demain réunissent les gens avec qui ils ont été, hier, ils iront nulle part. Parce qu'ils n'ont pas de background. Ils vont avoir des laudateurs, ils vont avoir des gens qui sont là pour la situation présente, mais il faut des gens avec qui on s'est construit. Hein. Les Américains disent « we go up together ». On est monté ensemble, on est monté devant ensemble. Il faut avoir des gens comme ça qui sont témoins de notre trajectoire si on pense, si on veut durer. Sinon, on a ce qu'on appelle des réussites individuelles mais fragiles. Au moins, à la moindre secousse, puisque ce n'est pas baqué sur un réseau d'amitié. Vous n'avez pas aidé, pendant que vous étiez là, un frère à devenir magistrat, un autre à devenir avocat, un autre à prendre le contrôle d'une banque. Vous n'avez pas fait ça. Et donc, vous êtes tout seul. Le jour où il y a un grand vent, puisque de toutes les façons, il y a toujours un grand vent qui souffle. Vous connaissez quelqu'un qui a construit toute sa trajectoire sans jamais avoir des accidents de vie? Des accidents de vie, ça arrive. Mais il faut que quand ces accidents arrivent, puisque vous êtes construit dans la logique d'un réseau, eh bien, votre chute est amortie. Et les autres frères disent non, tant que nous sommes en vie, tu ne mettras jamais un genou à terre, nous serons toujours là pour te relever. Donc voilà les challenges vers lesquels il faudrait que nous concentrions notre énergie et qu'on arrête ce truc inutile dans lequel on est depuis des années, à pouvoir vouloir se chamailler, se dire, voyez, il y a une telle haine. Parfois, j'ai la chair de poule. Quand j'arrive dans un milieu, on me dit, c'est les jeunes Camerounais, j'ai envie de me casser tout de suite. Oh, parce qu'on sait déjà, hein, c'est des a priori, c'est des jugements. Ah, attention, je ne dis pas tous les jeunes sont comme ça. Hein. Ce n'est pas tous les jeunes Camerounais. La preuve, il y en a qui nous soutiennent, qui
qui m'envoient des messages, avec qui j'ai des relations depuis des vingtaines d'années aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas de toute la jeunesse. Mais je veux dire, il y a une certaine jeunesse camerounaise aujourd'hui qui est le blocage à l'essor du Cameroun. C'est-à-dire que toute idée intéressante qui peut être lancée va être sabotée par ces gens. Parce que soit, quand ils sont là et que c'est eux qui doivent l'implémenter, ils vont être les premiers à aller donner des informations de l'autre côté et puis à se constituer en traîtres pour qu'on casse les dynamiques qui sont naissantes. C'est dommage parce que les choses pourraient se passer autrement. Voilà, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Vous savez, une fois j'étais à Moscou, j'aime beaucoup des pays qui sont structurés et la Russie, pour moi, fait partie des pays structurés. Parce que n'oubliez jamais son histoire. Début des années 90, période de la guerre froide, il y a un premier président, Boris Eltsine, qui arrive, plutôt porté sur la bouteille. Ça va vraiment pas. Toutes les sociétés qui sont le fleuron de l'industrie nationale sont vendues quasiment à l'euro symbolique, pour ne pas dire au rouble symbolique. Et puis, ils sont au plus bas au moment où émerge Vladimir Poutine. Qui est qui? Eh bien, qui est l'ancien patron des services d'intelligence russes. Mais c'est quoi un patron d'intelligence? Et ce message-là, je l'adresse à, comment il s'appelle, à Lundu Mesma, le colonel Lundu Mesma, qui a été, à mon avis, parachuté en poste pour lequel il n'a pas le niveau. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Un patron de service, c'est quelqu'un qui est garant de la raison d'État. C'est-à-dire que le service n'est pas là pour travailler pour le président de la République, il est là pour travailler pour la protection, la préservation des intérêts d'un État. C'est-à-dire que si le président peut être un obstacle aux intérêts vitaux de l'État, le service peut ambitionner un coup pour déposer le président. Vous avez vu, penser qu'on a pu tuer Kennedy en 63 aux yeux à la barbe de la CIA sans qu'il n'ait eu une part active? Bon, je ne pense pas. Donc un service d'intelligence, c'est ça. C'est des gens qui ont, une vision à 360 degrés sur le pays, ils savent qui fait quoi, quelles sont les problématiques et tout. Et donc ces gens-là sont toujours bien outillés quand ils passent de patrons de service à dirigeants du pays tout court. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne connaissance de tous les dossiers de la société. Ils connaissent tout le monde. Le contrôle des populations, ils l'ont bien assuré. C'est des gens qui maîtrisent les sciences humaines et sociales. Ils savent exactement c'est quoi la configuration de la société. Donc, ce type-là, il apparaît dans l'escarcelle d'Eltsine et puis il prend la direction du pays. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on lui a appris dans les services, à faire toujours primer la raison d'État. Et il a fait de la Russie, en 24 ans, un pays qui tutoie aujourd'hui son lustre d'antan. C'est-à-dire qu'on est passé d'un pays qui avait sombré complètement à un pays aujourd'hui dont l'économie fait pâlir d'envie de nombreux pays dans le monde. Vous voyez, on peut prendre le cas du Rwanda aussi avec Kagame. Qui se rappelle l'opération turquoise, 1994, 1 million de morts? Qui pouvait imaginer que le Rwanda renaisse de ses cendres, soit un modèle de résilience, un formidable modèle de résilience qu'on voit aujourd'hui, mais les gens oublient souvent de le dire. C'est parce que ceux qui ont pris sa tête, celui qui a pris la tête du Rwanda, c'est l'ancien patron des services. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était habité par l'idée de la raison d'État. C'est-à-dire qu'il faut un truc qui est au-dessus de tous les êtres humains. Le président, c'est un individu, c'est un être humain. Il ne passe pas avant l'État du Cameroun. Il faut que les choses soient très claires. Donc ces gens-là, il est arrivé, il connaissait qu'est-ce qui ne va pas, où sont les petites mafias, où est-ce qu'il faut appuyer. Il a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le Rwanda est la puissance économique que nous voyons. Donc, il est important que nous ayons ce réflexe-là. Tous ceux qui se retrouvent en responsabilité doivent considérer qu'ils sont d'abord au service d'un pays. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à X ou Y, ils sont là pour faire plaisir à un pays. Et vous voyez, quand je vous parlais, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a plus de 3 semaines, je disais que moi, je n'envisage pas du tout l'avenir, là, à l'immédiat du Cameroun, par une transition politique, il y aura une alternance. Non, je ne pense pas. Franchement, et vous verrez que le temps passera, mais vous me donnerez raison. On est à un niveau de pourriture dans notre société camerounaise. Un niveau de pourriture qui fait que
Il n'y a aucune alternance qui va se passer de manière comme les gens pensent là. Qui va faire allégeance à qui? Vous voyez tous les diablotins que le vieux nous a fabriqués là? Qui va accepter faire allégeance à l'autre? Donc Frédéric, Ferdinand Ngongo, il va aller voir, je ne sais pas moi qui, lui dit, bon voilà, non, voilà, tu vas être devant, nous on va être derrière. Ben, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous laissez se payer à ces gens aujourd'hui, mais ça devient la chienlit. Donc on va très rapidement vers la balkanisation du Cameroun. Ça va être l'État le plus morcelé qui puisse exister dans l'histoire. Parce qu'il y a tellement de ressentiments. Vous imaginez le nombre de gens qui sont en souffrance depuis des années et des années. Et tous qui sont là, qui ont des rancunes qu'ils ont nourries, un tel qu'on a arrêté de manière arbitraire, un autre à qui on a arraché le terrain, un autre à qui on a pris la femme, un autre à qui on a couché l'enfant. Vous voyez le niveau de colère et de ressentiment qu'il y a dans la société camerounaise aujourd'hui. Vous pensez que ce problème peut être réglé par que non, un petit Tintin vient, voilà, comme j'étais à côté du vieux, c'est moi qui vais être le président maintenant? Mais ça ne peut jamais marcher, les gars. Jamais. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut un tour de vis autoritaire. Il faut une parenthèse rectificatrice et ça ne peut se passer qu'avec de l'autorité. Le dire, c'est faire preuve de patriotisme, mais c'est surtout faire preuve de réalisme. Le réalisme, le principe, ce principe-là, je l'aime beaucoup. On ne peut pas s'en sortir autrement. Il faut oublier. On ne peut pas. Donc pour l'instant, peut-être il n'y a personne qui a des couilles, ou alors il y a des gens qui pensent pareil, mais qui, dans l'environnement de traîtrise que nous avons, n'osent pas trop se dévoiler. Mais je pense que c'est le schéma qu'il faut penser. Même le vieux, assis à A3 à l'heure qu'il est, qui regarde cette vidéo, il doit savoir que ce que je dis est vrai. Aucun de ces enfants-là n'acceptera de faire allégeance à l'autre. Aucun. Donc le seul schéma, c'est que bon, comme il n'a pas travaillé dans l'idée qu'après lui, il puisse émerger quelqu'un de fort, qui puisse faire des choses, donc le seul schéma, c'est que bon, le jour où il s'en ira, ou peut-être avant qu'il s'en aille, qu'on ait des vocations qui soient suscitées et qui s'expriment de manière complètement décomplexée. Mais je ne pense pas du tout qu'on peut être dans un schéma. Quelle démocratie? Moi, j'ai entendu le ministre René Sadi parler. Bon, c'est mon tonton. Je peux pas trop le brocarder. J'ai pas envie de payer 50 moutons au village pour manque de respect à un aîné. C'est malheureusement à ça que nous sommes tenus, souvent. Mais c'est mon tonton. Mais je l'entendais parler. Quand vous entendez ces gens-là parler, vous pensez qu'ils ont un projet de laisser tomber les choses demain ou... Mais non. Des mecs qui vivent sur des privilèges depuis toujours. Lui, il a fait toute sa carrière et il n'est pas seul. Ils sont plein d'autres. Ils ont fait toute leur carrière dans l'administration, pas comme des bosseurs. Ils ont fait leur carrière comme des jouisseurs. C'est-à-dire, on profite de leur rente, captation primitive du capital. C'est pour nous, on ne partage rien, pas de redistribution. Étage à commun très fort, donc centralisé, système centralisé, pas de péréquation. Ça veut dire que les régions produisent de la richesse, mais cette richesse n'est même pas repartie de telle sorte que ces régions puissent en bénéficier un tout petit peu. Prenez le cas de l'Est Cameroun. Qu'est-ce qui s'y passe? On prend tout le bois là-bas. Tous les jours, les grumiers passent, ils vont à Douala. Le bois vient de l'Est. Il y a quoi là-bas? Rien. Aucune infrastructure. Donc il n'y a pas de péréquation. Donc les gens qui ont été formatés à fonctionner de cette manière, ce n'est pas eux qui vont développer le Cameroun. Ce n'est pas des gens qui sont programmés pour développer. Et ils ne sont pas prêts à passer la main. Et aucun d'eux ne peut vous dire qu'il est porteur d'un projet de refondation. S'il vous le dit, c'est du mensonge politique. C'est des fariboles. Il ne faut pas y croire. Aucun d'eux. Parce qu'on ne s'improvise pas à un certain âge, quelqu'un qui subitement a des bonnes idées. Donc, moi je dis, la responsabilité est celle de la diaspora. Arrêtons de nous voir chacun le plus beau. Non. Essayons de regarder la beauté chez les autres. Moi aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de cette primaire de la diaspora. S'il faille qu'on fasse une primaire de la diaspora, moi je serais plutôt pour la nomination des gens. C'est-à-dire, on s'assoit, on regarde, on se dit, ah mais tiens, il y a un Camerounais qui est brillant là-bas. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et je pense qu'il pourrait porter notre aspiration collective. Et nous, on est là derrière pour animer cette dynamique. Réfléchissons comme ça plutôt. Parce que les solutions sont là. On a des gens de grands talents un peu partout qui ont fait leurs preuves, qui construisent d'autres civilisations ailleurs. Pourquoi ils ne feraient pas chez nous? Hein? Ils ne feraient pas chez nous parce que nous sommes collectivement mauvais.
Et quand je dis mauvais, c'est dans le sens de la médiocrité. Nous sommes collectivement médiocres. Rien ne nous empêche aujourd'hui de se hisser, de revenir au rang qui est le nôtre. Vous voyez, sans faire d'efforts, on est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Le Cameroun à lui seul, c'est plus de 40% de l'économie de la zone CEMAC. Sans faire d'efforts, sans rien. Imaginez donc en cet instant que tous nos talents-là, qu'on libère les énergies. Ouais, parce que la sorcellerie au Cameroun, c'est quoi? La sorcellerie, c'est qu'on s'est assis sur les énergies, que bon, personne ne moufte. Les plus ambitieux, les plus téméraires, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont eu marre de voir leur génie affamé de victoire, et bien ils ont organisé leur départ à l'exil. Et beaucoup sont partis depuis des années, ils ne reviennent même pas. Parce que chaque fois qu'ils voient le Cameroun à la télévision, qu'ils entendent parler du Cameroun, ils meurent un tout petit peu. Donc, ayant eu marre de mourir, et bien qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce qu'ils font, c'est que, voilà, ils ne s'intéressent plus. Mais aujourd'hui, il y a matière à traquer ces gens. Il faut les traquer, il faut aller les chercher. Et de dire, bon, nous, on vous a nominé, nous, tel groupe de personnes, nous pensons que vous pouvez porter un projet politique que nous allons écrire ensemble pour vous. Pourquoi la diaspora doit rester, alors qu'elle n'est pas active dans ce qui se passe, elle doit rester spectatrice, être à côté et regarder, et pourvoyeuse de voix. Des voix gaspillées parce que ça ne nous sert à rien, ça ne nous rapporte rien. Mais non, il faut réfléchir autrement. Moi, je vous ai dit, personnellement, je ne crois pas à une alternance pacifique. En tout cas, pas une alternance politique, pas pacifique. Je ne crois pas à une alternance pacifique. Moi, pour moi, et c'est mon point de vue, je le dis depuis 2019. Si vous relisez tout ce que j'écris depuis 2018, je dis depuis 2018 qu'il faut absolument une parenthèse rectificatrice. Il faut absolument qu'on passe par l'autorité, c'est-à-dire que les gars qui viennent, qui disent, bon, maintenant, tout le monde part. C'est fini les conneries, d'accord? On ne jette pas de papier à terre, on généralise le système de vidéosurveillance dans le pays. Toute personne qui jette avec la reconnaissance faciale, on vient le chercher même chez lui. Et on lui applique 50 coups de fouet devant ses enfants. Et vous allez voir qu'en 5 ans, ce pays va se transformer en autre chose. C'est moi qui vous le dis. En dehors de ces schémas, oubliez. Le niveau de pourriture est tellement fort que vous ne pouvez pas changer les choses juste avec les discours, en venant dire aux gens, oui, non, mais c'est pas comme ça. Non, ça ne marchera pas. Il faut, pour remettre le cerveau à l'endroit, il faut utiliser les gros moyens. Pour qu'il soit devenu, pour qu'un gars se mette devant un bac à ordures où c'est écrit interdit d'uriner ici et se mette à faire pipi là, il faut que son cerveau soit complètement givré. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Vous pensez que ce type-là, c'est juste en lui, puisqu'il a lu interdit d'uriner, il urine. Vous pensez que c'est en venant lui dire, mais non frère, tu n'as pas vu que c'est écrit interdit d'uriner. Vous pensez en lui disant que c'est ça qui va arrêter? Non, c'est qu'il urine, vous le prenez. Vous l'amenez, tu habites où? Ah, tu es un Tabaloncac, viens avec nous. Et vous lui administrez une fessée, 50 coups de fesse devant ses enfants. Les enfants, ils vont voir ça. Ils retiendront à tout jamais. Donc il faut du civisme, il faut un autre État. Il faut un autre État et vraiment qu'on ne distrait pas les Camerounais. Il n'y aura rien de nouveau qui va émerger, qui puisse porter les germes de ceux qui sont là aujourd'hui. Je ne les fais pas insulte, hein. C'est comme ça, ils ont été programmés pour ça. Peut-être que si j'avais été dans leur situation, j'aurais fait pareil. Hein. Les Blancs n'ont pas coopté ces gens-là pour qu'ils viennent travailler contre les intérêts des Blancs. On les a cooptés spécialement pour une mission et ils remplissent leur mission. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. À nous de faire ce que nous avons à faire aujourd'hui. Mais les grands messages qu'il faut retenir, c'est l'histoire qu'on avait au Cameroun, les gens se lèvent, ils décident d'endeuiller les familles parce qu'ils ont un petit pouvoir. Et puis c'est sans conséquence. Aujourd'hui, nous, on travaille à l'identification de toutes les familles. De ces gens-là qui sont à l'étranger, partout. Et ce qui va se passer, ce sera coup pour coup des hommes. Un bonhomme pose un acte de répréhension. Il est hors de question qu'il y ait une famille camerounaise qui soit en train de souffrir pendant qu'un bonhomme mange du caviar, il boit du champagne et il se la raconte. Non, ça c'est fini, ça, c'était avant. Bon, maintenant il y a un sujet sur lequel je souhaiterais qu'on sorte, je pense très rapidement, pour ne pas trop tirer en longueur. Je me dis que vous avez des choses à faire. Donc on a parlé de Martinez-Ogo, les médias de la pieuvre. Oui. Alors, je voulais qu'on parle de Simb pour sortir. Il y a des informations qui me sont parvenues récemment, qui sont très crédibles, qui font état d'une convention que Simb aurait signée, donc GIT, la même société qui a arnaqué 300 000 familles au Cameroun, en Afrique, parce qu'il n'y a pas qu'au Cameroun, hein, c'est 300 000 familles africaines.
Le Cameroun était le principal vivier, mais il y avait aussi le Burkina Faso, le Bénin et d'autres pays. Donc, cette même société GIT, donc des mines par Fessim, vient de passer un accord avec un groupe thaïlandais qui s'appelle Corsair. Alors, il y a deux choses. Soit Corsair n'a pas fait le due diligence, ce qui ne fait pas très sérieux, mais ça peut arriver. Parce que la plupart du temps, les relations qu'on se fait, c'est par transfert d'amitié, quoi. Je te connais, bon, je t'amène telle personne, ben, tu vas prendre la personne comme moi, en te disant, ben, c'est Morgane qui me l'a présenté, donc il doit être comme Morgane. Donc, soit cette société n'a pas fait le due diligence, soit alors elle a fait le due diligence, elle sait qu'elle a affaire à un criminel, et elle a quand même décidé de faire. Ils ont monté un modèle où le limo point, donc la monnaie cette monnaie qui enlaie les gens au Cameroun, c'est ça qui va servir de monnaie de change avec les souscripteurs. Ils ont commencé une campagne pour essayer d'agréger les gens. Heureusement, ce qu'on observe, c'est que cette monnaie ne fait que descendre parce qu'on fait du vrai travail scientifique. Hein. On fait du monitoring, de la veille stratégique pour voir ce qui se passe. Donc la monnaie est faite descendre, descendre, descendre. De toute façon, elle ne bougera pas. C'est une arnaque. Je ne sais pas dans quelle langue il faudra le dire. Simb et ses amis, Ferdinand Ngongo et tout le reste, les membres de la pieuvre, ils ont abusé des Camerounais, ils se sont fait la malle avec l'argent. Ça n'a pas changé. Donc, mais je parle de ça pourquoi? Je parle de ça parce qu'on a déjà une assez mauvaise image comme ça à l'international au Cameroun. Et j'attire l'attention et de notre diplomatie officielle qui fait souvent un bon boulot, hein, parce que j'ai vu en Russie. Avec du recul, il faut peut-être tirer un chapeau aux autorités camerounaises en Russie. Ils ont lancé une sonnette d'alarme il y a quelques mois en arrière, notamment le conseiller culturel de l'ambassade là-bas, pour dire attention, ce gars c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit, il a fait son travail, celui d'alerte. Donc tout ce qui peut se passer là-bas, aujourd'hui, n'aura pas le sceau de l'ambassade du Cameroun. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas prévenu, ils ont prévenu. Donc, maintenant, cette société-là, donc ils appellent à des souscriptions et tout, ils ont créé des filiales. C'est là que ça devient intéressant. Notamment une filiale au Canada. Canada qui est le pays d'adoption de beaucoup de membres de l'IEP-LIMAL qui ont été abusés. C'est la plus belle chose qui puisse leur arriver. C'est-à-dire, c'est d'avoir enfin un lien direct. Ça veut dire qu'on a une société qui opère sur le territoire canadien et qui est en relation d'affaires étroite avec GIT des mines par Fessim. Alors, c'est le moment ou jamais de mettre la main sur ce bonhomme. En tout cas, en faisant déjà savoir à ce partenaire qui va arrêter très rapidement ce partenariat avec Sim. Ça, il n'y a même pas, s'ils n'ont pas fait de diligence, bon, on va les aider à avoir cette information parce qu'on en a marre d'avoir le nom du Cameroun qui est cité. J'étais en Turquie récemment, en Antalya, je rencontre un bonhomme, un Autrichien. Oui, Vienne, c'est l'Autriche. Et on échange, et puis il me demande où je suis. Je lui dis non, moi je suis du Cameroun. Il me dit ah, Cameroun, je lui dis ah ouais, comme c'est le Cameroun. Et je commence à lui dire Roger Mila et tout. Et puis il me dit non, Skama. Donc il me dit ouais, il s'est fait frapper de l'argent par les Camerounais et tout. Alors j'ai eu un petit rire jaune, mais j'avais bien honte. J'avais bien honte que la référence, l'image de moi qui puisse se faire d'office, c'est que faut peut-être que je me méfie de ce gars-là parce que les gens de son pays m'ont frappé de l'argent. Donc on est fatigué d'avoir notre image salie à l'international. Alors cette histoire que Sim, cette autre arnaque que Sim est en train de monter, donc avec la société Corsair, qui est une société à la base de droit thaïlandaise, qui s'est filialisée au Canada, qui est en train de vouloir se filialiser aux États-Unis, ça doit s'arrêter très très rapidement. Et je en profite pour passer un message à la communauté de personnes de l'IEP-LIMAL endeuillées du côté du Canada. À l'époque, vous souffriez à créer un lien. Je crois que le lien, il est tout créé. Déjà, Corsair, ils doivent être informés très rapidement de qui est l'IEP-LIMAL, GIT, cette société-là, avec laquelle ils ont passé un accord. Et je vous révélerai les dessous de l'accord. Mais c'est de l'arnaque à un autre niveau, quoi. De l'arnaque à un autre niveau. On vend du top aux gens sans aucune garantie. Exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Mais heureusement qu'il n'y a pas une adhésion massive autour de ce truc-là. C'est super timide, les gens viennent, ils regardent, ils sont hésitants, et puis ça communique derrière et tout. C'est les mêmes qui nous ont escroqués. Donc faites attention. Donc Sim ne va pas rebondir en salissant une fois de plus le nom du Cameroun. Je tenais à donner cette information aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Sim,
il a caché l'information à l'époque, hein, c'était une information cachée comme secret d'État, mais il a fait de la prison au Burkina Faso, 16 jours de prison à Ouagadougou. Hein, il était allé avec une série de personnalités camerounaises, dont le fameux procureur de Créby, Mayo Bomson. Hein, ils sont été pour l'événement là-bas, il a été arrêté suite à une plainte des souscripteurs liés à Primal, et il a fallu beaucoup de négociations. À l'époque, c'était le président Kaboré, le président de la République, qui a tenu mort du cul à ce que ce bonhomme reste là-bas. 16 jours de prison, donc ils ont caché ça, parce qu'évidemment, si ça se savait, tous les autres lobotomisés hein, de l'IEP Primal camerounais allaient se réveiller, sachant que c'est quelqu'un qui fonctionne au filtre mystique, Émile Parfait Simba. Hein, et quand je le dis, tous ces mages qui gèrent ces affaires, que ce soit Idio au niveau du Cameroun, c'est comme ça qu'il s'appelle, comment vous appelez ça, son conseiller spirituel camerounais, à Idio, ils savent bien de quoi je parle, même s'il n'a pas hésité à frapper la personne qui consultait pour lui, cet Idio-là. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne essentiellement à la magie noire. Moi, je ne suis pas étonné de voir que les gens aient quasiment accepté leurs conditions. Bon voilà, il nous a frappé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire si on parle, Ferdi va nous faire traquer, on ne pourra plus rentrer au Cameroun, parce que c'est ce qui se dit dans ces communautés-là. On ne pourra plus rentrer au Cameroun, donc vraiment on a peur de mourir, il va nous faire tuer et tout et tout. Voilà. Donc j'espère que avec cette information que je mets à la connaissance de la communauté liée plus mal du Canada, en tout cas, même s'ils ne font pas ça, nous on va s'occuper de faire ce qu'il faut. Corsair n'a pas à passer un accord avec une société mafieuse, ça n'a pas de sens. Hein? Mais le Canada, c'est le bon terreau, parce que ça permettra de mettre une fois pour toute la main sur cible, puisque la justice au Cameroun n'est pas en train d'agir. Il a mouillé tellement tout le monde, du plus bas niveau au sommet de la pyramide, les magistrats au Cameroun. Donc voilà, là-bas au moins on a désormais un levier. Voilà, c'est sur ça que je voulais qu'on sorte, mes chers amis. Merci de m'avoir écouté. J'ai été peut-être long. J'espère que c'était intéressant pour vous. On peut continuer notre conversation. Vous me contactez inbox pour ceux qui le souhaitent. Et puis très rapidement, il y a tellement de dossiers en ce qui concerne cette affaire que j'ai juste pas envie qu'on y consacre beaucoup d'énergie. Je sortirai l'essentiel pour éviter aux gens de tomber dans les mêmes pièges. Par exemple, aujourd'hui, j'étais obligé de vous dire comment ça fonctionne. Ils ont l'armée, la police, la gendarmerie, les magistrats, les politiques, pour prendre des décisions politiques, ils ont aussi maintenant les médias pour pouvoir détruire et puis se peindre en blanc, dire que non, tout va bien. Quand vous allez par exemple sur le site CEMAC, un temps ils ont fait une attaque, et c'est même Sim lui-même qui écrit cet article sur Frambilla, certainement à la demande de Ferdinand. Allez, il faut le taper un peu parce qu'on est en train de le positionner pour prendre la suite du père, il faut le taper. Ils ont fait un article incendiaire écrit par Sim, vous reconnaîtrez facilement, c'est un semi-lettré, donc il ne faut pas sortir de Harvard pour comprendre que celui qui a écrit est quelqu'un qui a à peine fait ses humanités. Voilà, merci beaucoup les amis, c'était un plaisir d'être avec vous et on se reparle très très prochainement. Vous pouvez me contacter inbox. D'accord, il va faire beau au Cameroun, il fera beau au Cameroun bientôt. Répétez après moi, il fera beau au Cameroun. Il fera beau au Cameroun bientôt. À très vite.